Bonjour à tous, bienvenue. Les villes du Bénin font depuis quelques jours leur toilette afin d'accueillir la fête du 1er août. 58 ans d'indépendance, pour quel parcours, quel enseignement, quelle perspective? C'est essentiellement de cela qui sera question au cours de cette émission avec notre invité, Adekpeju Sylvain Akindes. Il se considère comme conteur, soucieux de mettre à disposition des éléments utiles à l'histoire, notamment aux historiens, anciens ministres et anciens députés, observateur toujours critique de l'actualité nationale. Akindes, non, il faut être précis. Adekpeju Sylvain Akindes, bonjour. Bonjour, M. Avancé. Bienvenue. Avons-nous des raisons de fêter cette indépendance? Oui, pour le Béninois que je suis, lorsque je fais une rétrospective sur ma vie, je dois être content que nous soyons au moins indépendants pour l'instant. Même si je ne suis pas satisfait de ce qu'on en fait. Justement, c'est la question socle donc de cette émission. Qu'avons-nous fait de notre indépendance depuis 1960? Globalement posé ainsi, qu'est-ce que vous direz? Je dirais d'abord qu'en 1960, je venais d'avoir le baccalauréat. Donc quand on parle de l'indépendance, je lis ça à la fin de mes études secondaires. Voilà. Vous étiez assez mature déjà, en tout cas, vous étiez conscient de certaines choses. Oui. Puisque en 58, avant, on a fait la campagne pour le non au référendum de Gaulle. Lorsqu'on doit parler de l'indépendance du Bénin et l'analyser, on est obligé de venir un peu en arrière et d'ausculter ou d'interroger les éléments antérieurs. La vie politique au Bénin a commencé en 1946, tout le monde sait ça, je ne vais pas aller faire tout cela. Mais ce qui est... Ah non, tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Tout le monde ne sait pas. Bon, en 1946, avec un parti, j'allais dire, unique, qui est une fusion des groupes de presse qui existaient à cette époque-là pour lutter contre les injustices de la colonisation. Et c'est ce lot-là qui a choisi Akpiti pour être député à l'Assemblée française et qui s'est scindé au fur et à mesure du temps. La caractéristique de ceux qui ont formé ces formations-là, c'est pour les partis politiques, c'était tous des intellectuels. À la limite, il y avait le gros planteurs et des chefs de canton. Le groupe planteurs et les chefs de canton étaient les intermédiaires vers les populations et supposaient représenter l'ensemble des populations de leur région d'influence dans cette formation politique, mais qui était essentiellement dirigée par des intellectuels. Donc, lorsque la question de l'indépendance est arrivée, la pensée des intellectuels est que jusque-là, c'était être des égaux des Français, avoir les mêmes droits que les Français. En cela, ils étaient soutenus par des Français qui pensaient que les gens de la colonie, les habitants des colonies étaient opprimés, étaient maltraités. Ils voulaient l'égalité entre tous les Français. C'est dans cet esprit-là qu'est venu se greffer, j'allais dire, la campagne de l'espace de l'Est européen qui militait pour le communisme et par aussi les réactions de certaines colonies françaises. Je citerai notamment le Cambodge, le Laos, le Vietnam, et puis l'Algérie, même la Tunisie et le Maroc, qui ont eu des résistances. Par conséquent, la question de savoir, en fin de compte, est-ce qu'il faut être indépendant ou pas, a été posée aux intellectuels. Deux camps se sont formés rapidement et que il y a un camp unique qui était important, c'était le Rassemblement démocratique africain dirigé par Houphouët, mais qui a fait volte-face, comme on en voit souvent chez nous là. Déjà en ce temps-là. Déjà. Et qui maintenant est beaucoup plus pour l'assimilation. Donc composait beaucoup plus désormais avec les colons. Voilà.
et n'envisageait pas l'indépendance de cette manière-là. Par conséquent, c'est créé des scissions qui ont donné la naissance à la fameuse Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pour la partie francophone. Et puis qui a contaminé l'Union générale des étudiants et élèves du Dahomey. Et tous les étudiants, ou ceux qui faisaient des études en Europe et au Sénégal. Alors, ce sont ceux-là qui ont fait la campagne pour l'indépendance, pour le non au référendum en 1958. Il y a ce qu'on appelait le Parti de développement africain, PRA, qui a fait son congrès ici à Cotonou et qui devait décider s'il fallait voter non au référendum de 1958. Certains camarades à moi j'étais un peu plus loin, ont participé à ce congrès en tant que représentants d'autres colonies non réellement représentées. Voilà. Et ils ont fait voter le non au référendum. Mais les dirigeants qui ont lancé le PRA n'étaient pas de cet avis-là. D'où le PRA va changer d'avis. Et nous arrivons à l'indépendance. Nous avons donc voté oui au référendum. C'est-à-dire nous voulons la communauté franco-africaine. Et puis, mais ça n'a pas cessé parce que les étudiants ont continué à revendiquer et la guerre d'Algérie a renforcé cette tendance. En 1958. Voilà. Et De Gaulle, qui avait des idées quand même un peu plus avancées, parce que c'est grâce aux Africains qu'ils ont pu reprendre la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. et gagner, donc a voulu laisser un peu plus de liberté. C'est ça la communauté. Bon. Alors, donc, quand c'était présenté comme ça, nous allons à la campagne pour l'indépendance. Pour l'indépendance. Tous ceux qui sont devenus responsables après l'indépendance étaient contre. Leurs arguments étaient plus ou moins économiques, mais la vision est étriquée. En gros, nous ne pouvions pas fabriquer une aiguille. Comment nous voulons devenir indépendants? Si je vous suis bien, ceux qui étaient les dirigeants à l'indépendance... Le premier président de la République, Hubert Maga, ne voulait pas l'indépendance. Arouma Negbe ne voulait pas l'indépendance. C'est une contradiction. Ne voulait pas l'indépendance. C'est une contradiction que ceux qui avaient combattu l'indépendance soient à l'indépendance les dirigeants, non? Parce que ça a été octroyé. Donc on ne va pas octroyer ça. Une négociation. Étant donné que le courant est fort, la meilleure façon c'est justement de ne pas complètement perdre la face. Voilà. D'aider les gens qui sont pour vous à prendre le devant des affaires. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça toute l'agitation qu'il y a eu jusqu'à des modifications, disons, en 1972. Avec la révolution. Tout ça a été alimenté par ce courant-là, ou la lutte contre ce courant. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ce qui me paraît important, bon, on appelle ça accession à la souveraineté internationale. Bon. C'est tout ce que je vois. L'indépendance en tant que telle, sur aucun point, même la constitution qu'on devait adopter a été conçue par la France via Houphouët et votée ici. Bon, voilà. Est-ce que c'était déjà là le premier trébuchement, à savoir que, eh bien, ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance, ceux qui étaient pro-colons, que ce soit eux qui prennent les rênes des choses? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est... Bon, il n'aurait pas fallu, mais comme ce n'est pas par une lutte qu'on l'a fait. En fait, mais s'ils sont... Et il est évident que le colon... les dirigeants, ça veut dire que les colons n'étaient jamais partis ou ils étaient leurs reprentants, comme on disait aussi. La preuve, la France avait un régime parlementaire, mais nous a imposé un régime présidentiel. À dessein. Très simple. À dessein. C'est plus facile d'avoir 2 ou 3 personnes en main que d'avoir une assemblée qui est libre de dire ce qu'elle veut. C'est plus facile. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'avoir un groupe de personnes là qui tiennent l'État avec un régime présidentiel fort, comme on dit. Donc vous n'allez pas nous dire que quelque part, il y a quelques années, peut-être, on a cassé cette chaîne-là. Ça reste toujours? Oui et non. Oui et non. Parce que ça dépend si la force du pouvoir vient des populations, de la mobilisation des populations,
ou si elle vient de l'extérieur. Mhm. Voyez-vous, lorsque vous répondez aux aspirations d'un peuple, elle vous accorde sa confiance. Et vous êtes fort de ça. Les dirigeants. Les dirigeants. Mais ça peut avoir été le cas à un moment donné, mais de façon générale, c'est des gens qui sont liés à l'extérieur, qui viennent prendre le pouvoir et qui l'exercent comme le veut l'extérieur. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas eu d'exception juste là. Ah, non, même le régime de Mathieu Kérékou, le communiste. C'est différent. Le régime de Kérékou, le révolutionnaire est venu par un coup d'État. D'accord. Une remise en cause de ce qui était là. Mais qui a été, j'allais dire, accaparé par un courant progressiste. Marxiste, si on veut. D'autres disent communiste, mais en tout cas, je dis progressiste. Ou nationaliste dans son fond. Et qui donc considérait qu'il ne devait plus être à la solde de l'ancien colon. Complètement, ça change avec ce qu'il y avait tout de même. Voilà. Mais c'était favorisé par le fait qu'il y avait deux camps au plan mondial. La guerre froide. Voilà, la guerre froide. Dans ce camp-là, tu peux te permettre de dire je suis indépendant, tu peux avoir des aides à droite ou à gauche. Avoir des soutiens. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a eu l'indépendance. Mais alors, ce qui est important pour la suite, et que j'ai déjà essayé de mettre en exergue, c'est que c'est la petite couche d'intellectuels instruits en français, diplômés, qui tient le pouvoir. Et la nécessité d'amener les autres de la population à exercer un pouvoir, à avoir accès au pouvoir pour défendre des intérêts qui sont les leurs, n'a jamais été pris en compte. Pour cette couche, dont je fais partie, évidemment, elle se considère comme le représentant du peuple. Lorsque vous entendez des gens aujourd'hui dire le peuple béninois, ceci, c'est qui? Mais dites-nous, Sylvain Akindes, dans tous les pays, l'élite a toujours été la lumière, le phare. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se fait d'ordinaire dans tous les pays et ce qui se fait au Bénin? Je ne peux pas dire tous les pays. Vous voyez au Nigeria, n'est-ce pas? Vous avez Google aujourd'hui en Yoruba. Oui ou non? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation du peuple permet d'utiliser même l'éthique. Et ça, c'est encore une fois l'élite qui... Voilà, l'élite qui est issue qui détermine le système éducatif. Voilà. Alors, notre système éducatif, qu'est-ce qu'il a fait de l'éducation des masses populaires dans leur propre langue pour comprendre les problèmes qui se posent? Vous n'avez jamais vu un gouvernement, même le PRPB, aller traduire un projet de loi, une proposition de loi au niveau des populations pour dire quel est leur point de vue là-dessus? On se proclame être les représentants du peuple. Parce qu'on est l'élite. Et on dit l'élite a failli. Mais c'est la même élite. L'élite a failli par ignorance ou par jalousie? Non, par intérêt. Parce que dans le monde, les groupes sociaux défendent leur intérêt en premier. Ils considèrent que leur intérêt, c'est l'intérêt national. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est ce qui se passe. Regardez vous-même. Analysez. Vous verrez que c'est ce qui se passe. Personne, même aujourd'hui, en dehors de mobiliser les populations sur le fait qu'on est de la même région qu'eux, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de discussion sur la manière, par exemple, de fructifier ce qu'ils font sur le terrain. Cette population, moins l'élite, disons, est-ce qu'il faut la dédouaner? Mais moi, je ne la rends pas responsable, voyez-vous, parce qu'elle voit dans le pouvoir d'État la continuation du pouvoir colonial, un point, un trait. L'État, pour le simple des citoyens des campagnes lambda qu'on dit, je ne dis pas les lambda de ceux qui parlent français, lambda réel, mais c'est quoi?
C'est ceux qui doivent amener l'école, qui doivent amener le dispensaire, qui doivent amener ceci, qui doivent chercher des ONG pour faire ceci dans leur population. Mais ne considèrent pas qu'il s'agit de leurs propres affaires et qu'ils doivent prendre leurs propres affaires en charge. Et c'est ça, cette vision demeure. Pour moi, l'essentiel de l'indépendance signifie de montrer que chaque peuple est maître de son destin et qu'il n'y a aucun peuple étranger qui puisse faire son destin à sa place. C'est lui qui doit savoir quels sont ses intérêts et comment les défendre. On peut les défendre en coopérant avec d'autres parce qu'on a des choses à échanger. On ne peut pas rester de façon cloisonnée dans son univers unique. Mais il est important que ce soit ceux qui sont concernés eux-mêmes qui décident de ce qu'ils vont faire avec l'éclairage s'il le faut. Mais c'est indispensable, sinon on va à volo. Et si vous regardez très bien, les gens parlaient à un moment donné de, comment on appelle ça, la révolution, comment ils appelaient ça, le printemps arabe, oui. Le printemps arabe, mais que c'est avec les tics, etc. Mais on a fait ça dans quelle langue? En arabe. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tout le monde peut lire et comprendre ce qui est écrit en arabe. Et les gens disent, on va faire ça ici, on va faire pour qui? Pour qui? Donc, il y a, de mon point de vue, des outils importants que la science a mis en lumière qui peuvent aider à l'évolution des peuples, mais qui ne peuvent pas si elles ne comprennent pas. Si on ne parle pas leur langage, au moins leur langue, même si ce n'est pas leur langage. Oui, mais est-ce que ce que vous dites n'est pas à relativiser lorsque vous parlez d'éthique, par exemple? On sait que sur les réseaux sociaux, il y a des manières simples d'échanger, de discuter, même si il est vrai, ce n'est pas configuré en langue nationale. On peut parler Fon, on peut parler Goun, on peut parler Yoruba, on peut parler n'importe quelle langue sur cette éthique-là. Sur l'éthique, vous abordez le problème important là. D'abord, vous allez très loin là, parce qu'il faut déjà avoir la connexion. Simple. on va connecter tous les problèmes ensemble, finalement, on ne bougera pas. Non, je dis, mais la connexion Internet. Bien sûr. Et il faut que le paysan qui est en bas puisse savoir ça. C'est pas la même chose que le téléphone, la compagnie. C'est pas la même chose. Donc, il faut garder les proportions. Donc, les réseaux sociaux permettent à nous, qui sommes d'une couche donnée, d'être informés, de nous masturber, de modifier l'information, de désinformer. Cela va avec, dans tous les pays, c'est pas nous qui avons créé les fake news, par exemple. Ben, peut-être que nous sommes plus pervers que les autres, je ne sais rien. Ça arrive. On ne peut pas dire que tout le monde a la même moralité. Tout la même moralité. Je sais que dans certains pays, on surveille ça pour d'autres choses. Chez nous, on les surveille pour des questions politiques. Voyez-vous comment ça change d'un pays à l'autre, n'est-ce pas? Dans un certain nombre de pays, ce n'est pas tellement pour la lutte politique, puisque tout le monde comprend tout, n'est-ce pas? En principe. Mais chez nous, c'est pour déterminer ce que dit X, Y, etc., surveiller telle personne, pour leurs opinions, pas pour leurs activités illicites. Bon, principalement, je dis, bon, il peut y avoir quelques trucs, il ne faut pas être absolu dans cette vision, mais essentiellement, c'est ça. Et si l'on se bagarre pour dire les libertés d'opinion sur l'éthique, tout ça là, mais c'est justement pour des questions politiques. D'après vous, Sylvain Akindès, repartons en 1960. Oui. Quelle est la première grosse erreur que le pays, le Dahomey à l'époque, je suppose que c'était peut-être avant 72, le Dahomey a pu commettre, n'est-ce pas, sur ce chemin de l'indépendance, d'après l'indépendance? Quand vous parlez du Dahomey, je me pose toujours une question. Vous parlez de quel Dahomey? Non, a commis une erreur. Mais comment un peuple conscient peut commettre une erreur? De quoi donc? Mais parce que il n'y a pas l'indépendance réellement. Je vous ai expliqué, j'ai passé mon temps à vous expliquer que c'est une couche sociale qui voit ses intérêts et qui voit comment elle peut faire avec la force.
Je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Quand nous étions jeunes, nous n'acceptions pas qu'on diminue les impôts, pas les impôts, les bourses, etc. On se bagarre. Aucune génération n'accepte. Parce que de l'école primaire jusqu'en terminale, moi j'ai eu droit au cahier, au crayon, au porte-plume, à l'encre, parfois au béret, on vous habille, tout ça là. Comme au temps du colon. J'étais sous le colon. Juste là. Okay. Bon, mais quand je suis arrivé en France, ce qui m'a choqué, les boursiers français n'avaient que la scolarité de payer. Alors, il n'avait de bourse que la scolarité. Voilà. Le coût de la scolarité. Et je me suis posé une question, puisque j'étais engagé à cette époque, mais waouh, ces pays-là qui sont riches, voilà ce qu'ils appellent bourse. Nous qui sommes pauvres, voilà ce que nous réclamons comme bourse. Et avec quel argent nous pouvons le faire? Si eux, ils ne peuvent pas le faire. Si ceux-là qui ont l'argent ne peuvent pas le faire. Mais ce système de bourse avait été hérité donc, du colon, non? Mais bien sûr, puisqu'il fallait former des cadres en français. Comment il va faire? S'il ne met pas l'argent là-dedans, comment il va faire? De toutes les façons, les ressources pour financer ces bourses, c'était... Et il faut faire attention à une chose. Il y a une partie de l'élite, à un moment donné, les Azoumé, les Santos, etc., qui ont pris le devant de l'expression d'une volonté de liberté, mais ils ont été envoyés non pas avec la bourse, mais par leurs parents, qui étaient des planteurs, des chefs de canton, etc. C'est ceux-là qui ont eu une réaction un peu plus de dignité et qui ont amené à un certain nombre de choses, mais pas les autres. Pour dire quoi finalement, votre conclusion? Et pour dire que lorsque vous dites que le Dahomey ou le Bénin, si on veut, a commis une erreur, pour qui c'est le Bénin qui a commis l'erreur? Puisque l'indépendance a été octroyée avec la marche à suivre jusqu'à aujourd'hui. Je me permets parfois d'analyser le discours de beaucoup de gens, dont les miens de toute façon. J'essaie de changer. Vous me verrez rarement citer un auteur français a dit ceci. Parce que je me suis dit qu'on nous a tellement formaté que pour nous, la pensée de ce qui est juste ne peut se dire qu'en français. Et que ce que nous dirons en citant un français prend du poids. Non, je dis jusqu'à quel point nous sommes... Peut-être qu'on ne s'en sortira jamais, puisque même cette émission, elle se fait en français. Justement. On ne s'en sortira jamais si on n'en a pas conscience. Il faut déjà en avoir conscience et savoir comment on peut s'en sortir. N'est-ce pas? Et est-ce qu'on va dans cette orientation? Si vous regardez aujourd'hui, je dis l'aujourd'hui, pas depuis 2016, là, un peu qu'on ne mélange pas les choses. Aujourd'hui, c'est-à-dire le temps, plus ou moins 5 ans, 10 ans là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'il faut pour que le pays soit bien pour les étrangers. Pour que les étrangers viennent investir. C'est tout, on fait tout pour qu'il en soit ainsi. Mais dans quel pays au monde, selon l'histoire, on a vu des étrangers venir investir pour que le pays soit développé? Dans quel pays? Vous remettez ça en cause. Mais je dis cette vision est une vision d'esclavage, d'esclaves éternels, dépendant des autres pour le financement, dans des secteurs qui peuvent les intéresser. Nous investissons aujourd'hui, là, pas de maintenant, là, pour tout du tourisme. Le tourisme, ce n'est pas pour nous. Le tourisme, ça peut être local aussi. Oui, il faut l'argent pour y aller. Hein. Et monsieur, voyez-vous, moi qui suis ici, là, j'ai jamais été à la Pandjari, j'ai été une seule fois, mais j'ai fait une petite journée, demi-journée et je suis revenu. Mais parce que je n'avais pas les moyens de faire tout ce qu'il fallait faire. Oh, pas forcément la Pandjari, vous êtes allé à Gambie une fois? Ah, comment? Plusieurs fois. Oui, j'ai amené des gens. Non, mais parce que c'est très simple, hein. J'étais directeur d'un établissement, j'avais la coopération avec des gens pour leur faire plaisir, je les accompagne
À Gambier. Aller manger du rankpété à Diarra ou du lapin. Ah non, non, ça là, j'y vais souvent. C'est pareil. Non, 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 c'est pas cher ça. Ça là, c'est rien du tout. Mais Tu voilà. prends ta voiture, tu arrives là-bas, tu t'assois, tu manges. J'amènerai pas un étranger là-bas, à moins qu'il soit déjà habitué aux mets français, aux mets béninois. béninois. Donc j'ai dit, il m'est difficile de répondre à votre question. Où c'est que le Dahomey, le Bénin, Pourtant, je vais vous y amener. Vous qui avez écrit plusieurs ouvrages déjà, qui allez en écrire encore sur l'histoire politique du Bénin, vous avez souvent souligné, les Béninois ont souvent cité le premier gouvernement, tout au moins de Maga. En exemple, le CNHU, ben, c'était au temps de Maga. On citerait d'autres infrastructures également. Le Bénin était meilleur, ou plutôt le Dahomey était meilleur. Le bon cap était pris en 1960. Mais ça veut dire que quelque part, on a fléchi. Qu'est-ce que vous avez cité des infrastructures? Ce que la population considérait comme du devoir de l'État. Mais pas ce que la population elle-même s'est mise à faire avec ses propres moyens. Donc même le jugement des gouvernements est lié à la perception que nous avons eue de l'État colonial. Non mais attendez, on parle quand même de développement. Le développement, c'est des manifestations, notamment physiques, non? Mais il n'y a pas de développement si ce n'est pas développement national. Si ce n'est pas vous-même qui l'avez fait, en quoi c'est développement? En quoi c'est développement? Écoutez, vous allez au Nigeria, n'est-ce pas? Ou bien vous allez même au Sénégal. Au Sénégal, il y a un projet, par exemple, pour la médecine nationale, où l'État construit des bâtiments d'hospitalisation pour que les guérisseurs fassent... Ça permet en même temps d'avoir la science et d'avoir le contrôle. Mais lorsque les candidats à la présidence de la République ici parlent de comment les Béninois se soignent et qu'ils ne savent pas que les 80% vont voir les guérisseurs. Et que même s'ils vont à l'hôpital, ils vont aussi voir les guérisseurs. Considérez que c'est un épiphénomène. Est-ce que c'est normal de considérer ça comme un épiphénomène et non une tendance qu'il faut exploiter et améliorer? Mais c'est ça le développement, à mon avis. C'est ça le développement. Quelles sont vos potentialités à vous que vous pouvez améliorer et développer pour être, disons, vous-même entièrement et ne pas être obligé de courir à droite pour que les gens disent quoi que ce soit. Eh bien, Sylvain Akines, je vous amène aux erreurs politiques, pourtant vous y refusez. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas à considérer? Je ne sais pas ce que vous entendez par erreur politique. Pour moi, l'erreur politique fondamentale, c'est de ne pas mettre les populations en marche pour qu'elles comprennent et qu'elles décident par elles-mêmes. Et ça, c'est depuis 1960, sinon avant. Voilà. C'est ça l'erreur. Est-ce que je peux appeler ça l'erreur? L'erreur d'une partie qui se dit éclairée de l'intelligence. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de groupes qui se forment. Je me suis amusé à demander, mais vous là, combien de fois vous allez dans un village? Mais ils sont tous à côté de nous. On écrit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses intéressantes, hein? Peut-être justes, mais j'ai jamais allé à la campagne expliquer ça dans votre langue ou dans la langue de ce qu'ils parlent, pour qu'ils comprennent de quoi vous parlez. Non. 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 Alors, vous voulez changer quoi? Mais on n'en est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient. Donc, où est l'avancement maintenant? On dit, bon, maintenant, on va me dire, chef de quartier, il faut qu'il ait le baccalauréat. Voilà. Il faut qu'il ait le baccalauréat. On ne dit pas. Il doit avoir le baccalauréat, il doit savoir écrire et parler la langue de la localité. On ne dit pas ça. Ce n'est pas encore la norme. Non, mais non. Pour diriger des gens, leur parler, leur expliquer. Tu ne peux pas écrire. Alors, tous les actes que tu vas faire seront en français. Mais enfin, c'est quoi? À ce niveau-là. Vous voyez, les Ivoiriens avaient lancé à un moment donné ce qu'on appelle le téléenseignement.
n'est-ce pas? On voulait que tout le monde parle français. Ils ont abandonné ça. L'UNESCO avait dit que c'était une bonne initiative, c'est très bien, etc. Après, terminé. Terminé. Mais ils n'ont pas lancé l'initiative pour que les gens écrivent leur langue. Pour que... voyez-vous, lorsque les religions ont voulu s'installer, elles ont écrit les trucs en langue nationale, oui ou non. On a transcrit les langues. Il faut atteindre une cible, là, voilà. C'est clair. Voilà. Donc si on veut atteindre les populations, on sait comment faire. On a vu l'expérience, ce que ça donne. Donc partout où les gens peuvent lire dans leur langue pour la religion, mais l'État, en dehors de ce circuit-là, circuit de mobilisation et de conversion, si on veut dire, ou de transformation de l'esprit, ou de modernisation de la réflexion des populations, l'État est loin de là. Oui, mais est-ce que l'état d'esprit évolue aujourd'hui? Est-ce que les populations sont de plus en plus conscientes de ce que, elles sont utilisées, manipulées? Elles considèrent que c'est leur sort. Et qu'il n'y a pas autre chose. C'est pas la fatalité. C'est comme ça la nature. C'est comme, enfin, ça devient naturel. Puisque ça a toujours été comme ça. Voilà. Ça a toujours été naturel. C'est un peu... Bon, quand on entend des communautés assez fermées, c'est quand les anciens ont dit, ou quand le roi a dit, c'est fini, c'est réglé. Parce qu'on est déjà formaté dans ce milieu-là. Aujourd'hui, on est formaté... Là, c'est la sociologie du pays qui est en cause. Hein. Oh, la sociologie n'est jamais en cause. À mon avis. Les Béninois, les Dahoméens, ceux qui ont connu les rois, leurs parents, ça a toujours été comme ça et le roi, ça se respecte. Je ne sais pas si on peut dire en cause. Il faut qu'on s'entende très bien. C'est comme si c'est mauvais. Il est question là. Le mal se trouve là. Est-ce que c'est un mal d'avoir sa culture? Est-ce que c'est un mal? De quoi parlons-nous alors? Est-ce que c'est un mal d'avoir sa propre culture et d'agir selon sa propre culture? Est-ce que c'est un mal? On ne devrait plus se plaindre. Qui ça? On devrait arrêter cette émission puisqu'il n'y a pas de problème. Comment il y a bien un problème, non? Mais il y a un problème, premièrement, que tant que cette élite qui a le pouvoir aujourd'hui ne décide pas d'amener la population à réfléchir dans sa langue, à agir dans sa langue, à comprendre ce qu'on dit dans sa langue, on n'avancera pas d'un peu. Mais puisque ce peuple a toujours été un peuple soumis, tout le temps soumis, et reconnu, tracé par sa sociologie. Soumis au pouvoir colonial, oui, jusqu'aujourd'hui. Avant les colons, au roi. Non, au roi, c'est pour des choses précises dans le coin. C'est dans le coin. C'est pas pour l'intérêt des autres. C'est pas pour l'intérêt de l'extérieur. Peut-être que, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas quoi? Ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas que c'est pour les autres s'ils ont telle ou telle tenue, telle ou telle attitude. Mais, monsieur Avancé, vous êtes né, vous, dans ce circuit-là. Bien sûr. Bon, alors, quelle vision vous pouvez avoir différente de ça? Moi-même, je me pose la question. Hein. Je suis né dans ce circuit. Fils d'instituteur. Mais ma réflexion va de plus en plus critique par rapport à ça. À un moment donné, chez moi, on n'avait pas le droit de parler nos langues. On avait même signal dans la maison. Vous savez c'était que signal? Bien sûr. Bon, il faut expliquer à vous. Parfois ça peut parce que c'est un os. Oui, mais pour ceux qui osent parler la langue nationale, on lui passe le signal. Bon, le dernier qui a le signal dans la journée, il a droit de punition. Voilà. Pour avoir parlé sa langue. Ça adresse tout le monde. Bon, voyez-vous. Donc j'ai été éduqué dans ce circuit-là. Mais une chose est d'être éduqué, une chose est d'avoir, comme vous êtes éduqué aussi, votre pensée, votre capacité à remettre en cause tout ce que vous avez appris, tout ce que vous apprenez. Et c'est cela que l'école est bonne. À pouvoir analyser ce qui existe. Non, mais c'est, pour ne pas tarder là-dessus, c'est à relativiser, puisque l'école, c'est quand même en langue française. Oui. Et donc, ce que vous avez à faire valoir, ce n'est pas vos langues nationales. On vous donne les armes déjà à la maison. Je ne dis pas ce qui a fait valoir, c'est la langue nationale. La connaissance universelle,
elle peut s'enseigner dans toutes les langues. En attendant que la règle soit Je viens de vous dire comment le Yoruba est utilisé au Nigeria. Voyez-vous? Donc, non, non, non. La langue nationale peut donner des connaissances. La preuve, Bien la sûr. preuve, la preuve, la preuve, n'est-ce pas? Il y a des universités en chinois, non? En vietnamais, non? Oh ben, c'est la langue de le pays. En attendant que la compétition se fasse dans ces langues-là. En attendant qui et quoi? Il faut travailler d'abord pour ça, pour être sûr que ça peut arriver. Il faut instaurer le système. Mais les parents ne font qu'adapter les enfants au système existant. C'était une parenthèse. Une parenthèse. Mais vous avez dit tantôt, bien pour votre développement concernant donc l'aspect économique. On a l'impression qu'on a déjà essayé ça quand même sous la Révolution avec le slogan comptons d'abord sur nos propres forces, non? Oui, mais moi, je n'ai vu personne se plaindre de comptons sur nos propres forces. À cause de la transparence. À cause de la transparence. Vous savez, quand j'étais tout jeune, je voyais dans ces endroits le chef de village, le chef dit, bon, on va arranger cette route. Et tout le monde s'y met. Parce que c'est utile pour tout le monde. On ne dit pas, oui, il faut trouver un projet pour qu'il nous... Non, on le fait. Parce qu'on a les bras. Et jusqu'à présent, on a les bras. C'est comme avant, pour balayer la ville, on n'avait pas besoin de la voirie. Chacun balaye la place devant sa maison. Nécessairement, c'est propre. On n'avait pas besoin de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, ce n'est plus ça. Donc, il y a eu changement des habitudes traditionnelles. Vous le verrez, à cette époque-là, on ne voit jamais d'ordures dans une maison. C'est toujours dehors. Pourquoi avec le renouveau démocratique, puisque c'est avec ça que c'est parti, eh bien, tout ça là est parti justement? Non, c'est pas avec le renouveau démocratique. Non, ça a commencé avant. Ah bon? Ah ouais, le renouveau démocratique n'a été que l'éclosion d'une crise, hein, et puis la solution d'une crise. Mais le renouveau démocratique, pour moi, se traduit tout simplement par, je vais dire, la restauration. La restauration de quoi? Je vais écrire là-dessus. Hein. Je vais écrire là-dessus, je suis là-dessus. Et ce que j'ai constaté, j'en profite pour le dire comme ça en l'air. La constitution de notre pays a été rédigée par des gens qui sont venus en 77 pour envahir ce pays. Ah bon? Bah oui. C'est-à-dire? Hein? C'est-à-dire, c'est trop grave ce que vous affirmez. C'est pas grave. C'est la réalité. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouvrez-vous mieux là-dessus. Hein? Dites-nous. Je ne vais pas tout dire ici, mais sinon vous n'allez jamais lire mon livre. non, donnez-nous envie de vous lire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Oui. Parce que je me suis intéressé comment c'est arrivé. Puisque la conférence nationale n'a pris qu'une seule décision. Une charte de l'Union nationale qui va inspirer la Constitution. Vous avez jamais vu cette charte? Comment cette décision de la conférence elle-même, suggérée, il est vrai, par Kélékou et son équipe, cette décision qui a été prise à l'unanimité, pourquoi elle n'a pas été mise en œuvre? Et j'ai dû chercher. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça devait donner quoi? Bon, vous voulez dire, vous aurez le temps. Vous avez cherché juste là sans trouver? J'ai trouvé des choses, oui. D'abord, je vous dis une partie de ce que j'ai trouvé. Parce que tu vois, voyez-vous, ce qui est grave qui pose problème, c'est qu'on n'a pas toutes les formations en même temps. On ne se pose même pas de questions au fur et à mesure. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte. Nous, quand on faisait à peu près la conférence, on s'est allié à tout ce monde-là parce qu'on ne voulait plus du régime révolutionnaire. Mais ce qu'il fallait faire après, on n'avait aucune idée. Nous étions trop naïfs, j'allais dire, ou trop inexpérimentés.
disons plutôt ça. Mais les autres étaient plus expérimentés. Ceux de 77 dont vous parlez. 77. Non, je dis la conférence nationale. Ouais. Ceux venus... bien sûr, bien sûr. Les ambassadeurs de 1977. 77, les anciens présidents, ils étaient beaucoup plus expérimentés que nous. Ils savaient qu'après ça, il faut organiser l'État. Et comment il faut l'organiser. Nous, on n'avait pas réfléchi à cet aspect-là. Donc, ils ont préparé leur coup. Et le coup se trouve dans la Constitution. Ah, bien sûr. L'organisation du pays, l'État, donc c'est dans la Constitution. Je vais vous donner l'exemple ici. C'est actuel. Le chef de l'État a fait sa campagne en disant la Cour constitutionnelle, il y a trop de pouvoir. La HAC, c'est pas normal, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Il partageait, il était dans la même vision que vous, justement. Justement. Pour réorganiser cet État. Non. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais alors, comment se fait-il que ces alliés n'en parlent pas du tout? Même pas un seul des points. Vous êtes alliés à moi. Vous avez voté une chose qui transcrive mes idées. Ok, ça n'a pas passé. Vous voulez faire quelque chose de votre part. Vous ne mettez plus aucune de mes idées là-dedans. Ah, c'est bizarre, non? Rien ne l'oblige. Ils nous disent que vous les alliés? Non, non, rien n'oblige celui que les alliés sont venus soutenir, justement, le principal. Ils me disent, mais vous me soutenez, il faut mettre ça là-dedans, puisque vous étiez d'accord pour. Où c'est qu'il va y avoir l'opposition? Dites-moi, vous voulez faire quelque chose, vous étiez d'accord avec moi, réellement? Oui, alors mettez ça dedans. Ou bien, c'est pas comme ça se fait? Mettez ça dedans au moins. De quoi moi j'aurais l'air? Tout ce que j'ai dit, vous avez tout enlevé. Vous faites quelque chose, de quoi j'aurais l'air? Mettez au moins ça là-dedans, au moins je vais dire ça, là je l'ai défendu. Mais pas. Rien. Alors, il y a un problème de fond. Un problème de fond. Donc je dis, lorsqu'on parle de l'organisation de notre société, il y a des tares évidentes. Mais que l'on occulte. Des tares que vous avez reconnus il y a un an, aujourd'hui, elles sont absentes de votre projet, complètement. Bon, non, on n'est pas venu pour parler de l'actualité, mais c'est pour vous montrer ce que je dis par rapport à notre Constitution, ce qu'elle induit comme tendance lourde, difficile à modifier. À qui ça profite, cette situation-là, aujourd'hui? C'est ceux qui défendent là, c'est pas eux, ils sont hors circuit. Mais alors, à qui ça profite? J'ai des questions. Et moi, je vais vous poser celle-ci. Mais au Bénin, on a à chaque fois rêvé, notamment à chaque échéance de la présidentielle, avec des propositions justement. Et on a l'impression que c'est à chaque fois le même recommencement pour les mêmes plaintes des populations. Je dis que j'ai oublié de donner une statistique importante. C'est qu'il n'y a aucun programme, j'allais dire, aucune idéologie, comme on dit. J'entends pas idéologie. Les valeurs centrales, éthiques, les visions de l'orientation économique, de l'orientation sociale, des visions écrites et défendues quotidiennement dans la presse, sa presse, la presse privée, des orientations que l'on défend dans le... Ça n'existe pas avec le parti politique. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans un même groupe, un grand bloc, qui sont divisés en trois sur la base de quelle différence de vision. Donc, on ne conçoit pas que la direction d'un État doit être basée sur une vision globale et l'accord sur une vision globale. C'est ça ce que la réalité nous montre. Donc c'est l'État, c'est ça l'État politique du pays depuis toujours. Oui, mais pourtant c'est... Parce que lorsqu'il y avait Maga, Piti, Omadegbe, qu'est-ce qui les différenciait fondamentalement dans les orientations? On ne peut pas savoir. Pourtant, un peu avant la fin des années 90, au début des années 2000, il a eu, donc on s'en est rendu compte
en proposant donc cette vision globale appelée Bénin à la FIA 2025. Pourquoi on ne l'a pas appliquée? Oh, bon, justement, pourquoi on ne l'a pas appliqué? Je vous pose la question. Non, non, mais moi je me pose la question. On s'en est rendu compte peut-être. On a fait le même diagnostic peut-être que vous. On a dit, bon, voilà, allons-y à... Mollo. Oui. Mollo. Le premier, disons, programme d'un gouvernement, c'est Kélékou qui l'a fait. Ce que vous dites là, c'est Kélékou qui l'a initié. C'est pas lui, c'est sous lui, je vais dire. N'est-ce pas? Je ne dis pas lui. Le premier, c'était déjà quoi, déjà? En quelle année? Mais, je parle de Kélékou 2, hein, pas Kélékou 1. À Kélékou 2, oui, il y avait des orientations. Ils avaient affirmé l'orientation, tout ça, ils avaient affirmé ça, c'était la révolution, ça. Après le renouveau démocratique. Bon. Ce que vous avez cité là, c'est qui l'a fait? Non, c'était sous Kélékou, évidemment. Bah, voilà. Avant ça, il y a le professeur René Avanço qui a cité, par exemple, le discours programme qui était pour lui le premier grand programme. J'ai dit en dehors de la révolution, j'ai dit. En fait, le discours programme, c'était le meilleur parce qu'il était national et nationaliste. Certains marxistes, communistes ont cru qu'à partir de là, il faut laisser de côté et parler de marxisme-léninisme, etc. C'était là ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait absolument pas faire. C'est d'ailleurs la différence, ce qui a fait notre bagarre à nous, mes amis et moi, mes amis et moi, ou moi et mes amis, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas, le groupe auquel j'appartenais, contre le régime du PRPP jusqu'au bout. Parce que ils ont cassé le front, l'entente nationale, pour faire quelque chose de précis, et nous ont amenés à des idées qui n'étaient pas celles de vous. Avez oublié que vous-même, vous aviez posé donc le diagnostic, vous avez fait l'état des lieux, à savoir qu'il fallait se faire aider d'un camp, le camp de l'Est. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Dans un antagonisme. Vous avez parlé donc de la guerre froide. Oui. Et donc, on pouvait utiliser les deux côtés, j'ai dit. Avoir le soutien dans la vie, si tu veux avancer, si tu as des gens en face de toi qui ont des oppositions, tu vois, qu'est-ce que tu peux tirer de ça? Si tu veux pour toi, si tu es égoïste, je parle, l'État doit être égoïste, qu'est-ce que je peux tirer de là? C'est ça que tu cherches. Oui, mais je vous fais comprendre. Je vous fais comprendre que dans cet état des lieux où on a pu évincer le colon avec la faveur, n'est-ce pas, de l'Est, donc des communistes, des socialistes, il fallait s'attendre, n'est-ce pas, au marxisme-léninisme. Non. En s'inspirant de la vision et des proclamations d'un camp, mais pas en étant aidé par les camps. Si l'aide est d'avoir diffusé la pensée, ok, c'est une aide. N'est-ce pas? Mais je ne considère pas. Parce que la pensée humaine, elle est universelle, elle circule toujours. N'est-ce pas? Personne n'est détenteur définitif d'une pensée. Par conséquent, pour moi, ce n'est pas... c'est pas du tout ça. N'est-ce pas? Comptons sur le pouvoir fort, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de sauveur suprême. Personne ne peut vous développer. Vous devez le faire vous-même. Ça n'a rien, ni de marxiste, ni de ceci. C'est ce qui est logique. Parce que tous les peuples ont agi de cette manière. Si vous tirez la leçon, vous tirez pour vous, vous devez la mettre en œuvre. Mais si on vous amène à sortir de là, vous allez ailleurs. Alors, on a voulu appliquer, je ne sais pas de la révolution, parce que vous m'avez mis là-dessus, des idées qui étaient basées sur les classes sociales dans le pays, dans les pays européens. Post-industrialisation. Mais est-ce que nous, ici, nous avons la même classe sociale? Est-ce que c'est la même configuration? Dans notre société, c'est la même configuration. Même si historiquement, on va y arriver, pour l'instant, là, c'est l'instant actuel qu'on veut changer. Donc, on ne peut pas s'accrocher à une vision qui exclut
l'état actuel. Donc, pour en revenir donc à notre sujet, qu'est-ce qu'on en fait de l'université, de l'indépendance? Je ne crois qu'on n'en a pas fait grand-chose. Je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah oui, il y a des diplômés maintenant, il y a des écoles, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que cela a changé l'esprit? La compréhension des choses. Vous entendrez les 99%, 99,99% de Béninois, je serai l'exception peut-être, à dire il faut changer l'esprit des Béninois. La béninoiserie, on a trouvé des noms, etc. D'accord. La vision des Béninois, il faut la changer. Mais on la change comment? En écrivant en Bamana ou en posant des actes qui amènent justement à changer ça. Donnez la bonne réponse. Ah non, moi je vous pose la question puisque vous me posez la question. Non, mais donnez la bonne réponse. Moi j'ai trouvé. Il y a longtemps vous posez la question. Pour moi j'ai fait le diagnostic pour dire que on ne s'est pas préoccupé de comment on change. Pour moi, c'est très clair que c'est la formation. Il n'y a pas autre chose. N'est-ce pas? Il n'y a pas autre chose. C'est l'éducation et la formation. Est-ce que les Béninois travaillent assez pour changer effectivement les choses? C'est quoi travailler assez? Voilà encore une notion extraordinaire. C'est quoi travailler assez? Dans quel sens? Tu ne savez pas où vous allez et vous mettez en route, c'est ça? Il faut savoir où vous allez clairement. Quel genre de travail on doit faire? C'est la question que vous me posez. Ce n'est pas travailler qui est le problème. Une question qui nous sort d'affaire alors. Oui. Que devons-nous faire pour se remettre sur la bonne route? Il m'est difficile de le dire, parce qu'avec l'âge je suis plus aux affaires, je n'ai plus les forces de le faire, et puis mon avenir à moi n'est pas devant, mon avenir est derrière. Malheureusement, c'est une contradiction, mais enfin, mon avenir est derrière. Donc c'est pour ça que je pose la question, j'aurais pu vous poser la question, vous êtes relativement jeune, comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez l'avenir? Et voilà. Et j'ai posé la question plusieurs fois. J'ai même posé la question sur l'emploi des jeunes. Mais il n'y a pas de jeunes qui m'ont répondu. Ils ne voient rien du tout. Ils pensent que ça va venir du ciel comme ça. Il faut que le gouvernement fasse. Il faut que les gens fassent. Mais fassent quoi? Mais personne ne réfléchit à cette question. Qu'est-ce que moi, qui j'ai de travail, qu'est-ce que je dois faire moi pour qu'il y ait du travail? Sans doute la réponse n'est pas facile, vous qui réfléchissez depuis des années. Oui, mais au point que mon cerveau commence par s'user, à la limite. Mais enfin, disons que... Alors, est-ce la fatalité? Ça ne viendra jamais? Et justement que, pour moi, tout ce qui me semble être important maintenant, c'est d'amener les gens à réfléchir à ces questions-là. Vous êtes un philosophe. Oui, vous avez bien dit que je suis toujours critique. Mais j'ai des réponses. N'est-ce pas? J'ai des réponses. J'ai dit c'est la formation. Oh, mais la formation, l'éducation, ça ne s'invente pas au niveau de chacun, simplement. Non? Donc ça s'organise. Est-ce qu'on l'a organisé? Par qui? Mais je suppose que c'est tout homme. Et notamment l'État. Finalement, personne ne bouge. Comment personne ne bouge? Puisque c'est tout homme. Ah, mais si tout le monde fait la formation, c'est terminé. Si vous faites la formation chez vous à Porto-Novo, je ne sais pas si vous êtes de Porto-Novo, je vous place à Porto-Novo. Si vous faites la formation à Porto-Novo, ben, enfin, ça suffit. Dans votre propre famille, ça suffit. C'est déjà ça. Parce que ça va se démultiplier. Donc que chacun compte sur lui-même d'abord. Compte sur lui-même et sur le voisin. L'État n'a pas de rôle, n'a aucun rôle à y jouer. Le discours-programme, ce n'est pas chacun qui l'a écrit, par exemple. Oh, wow. L'État n'a aucun rôle. Mais l'État, c'est qui? Comme le slogan le disant, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Bon, alors, mais en même temps, c'est personne. En même temps, vous dites que personne ne fait rien et l'État fait quelque chose. Bon, enfin, c'est parce que les gens font quelque chose que l'État fait quelque chose. Non, mais sérieusement, est-ce que les dirigeants n'ont aucun rôle à y jouer? C'est qui les dirigeants? Ces jeunes dont vous parlez, leur problème, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants qui doivent leur donner de l'emploi. C'est les dirigeants qui doivent créer les conditions. Non, c'est le peuple qui crée les conditions. Les dirigeants ne font que organiser le peuple pour faire les conditions. Mais justement, le premier rôle, ce n'est pas eux, les dirigeants? Organiser le peuple pour le faire. Bon, actuellement, on organise les gens à dire oui, c'est bon, j'ai telle personne, il est parfait, il s'habille bien, il a des belles chaussures, etc. Il a un génie. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose?
Ah, c'est pas normal, c'est Dieu qui nous l'a donné, il est bien. Enfin, c'est ça. On peut même devenir Dieu donné. Se donner le nom de Dieu donné. Pour le On a eu même des présidents Dieu donné. Oh, je ne voulais pas parler de ce président, vous m'amenez à sur des terrains que je n'ai pas voulu aborder. Mais enfin. Ça ne nous a pas sorti d'affaire, vous voulez dire? Pardon? Ça ne nous a pas sorti d'affaire? Mais je dis, le fait de penser qu'il y a un sauveur en dehors de soi, c'est zéro. De sa communauté, c'est zéro. De son pays, c'est zéro. Une question que plusieurs auditeurs se posent sans doute. Adekpéju, Sylvain Akenes, vous avez occupé des positions où vous auriez pu implémenter ce que vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous pensez qu'un homme change de l'humanité ou une société? Dans une société, il y a toujours des contraires qui s'entrechoquent. Même dans un parti politique, c'est pareil. Même dans la famille, c'est pareil. On n'a pas nécessairement les mêmes opinions. Mais on est liés par le fait qu'on est dans une même famille, dans une même maison, dans une même nation. Ce que chacun fait, il ne va pas dire, moi j'ai fait ceci. Quand est-ce que la bonne vision alors prend le dessus pour implémenter, montrer la bonne voie sur vous savez ce que j'ai fini par comprendre et pas me demander si c'est pas ça. Faut-il ne pas se préoccuper de l'intérêt de cette intelligence et puis c'est fou, on a la paix. Et qu'elle voit si en s'occupant seulement de que chacun soit indifférent simplement. Bah non, laisse déjà mettre les choses comme il faut. Et on verra si elle va avancer. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Elle n'avancera jamais parce qu'elle voit le bon, le pays, sous son angle unique, sous le prisme de ses intérêts de couche sociale. Je ne sais pas, c'est incontournable, comme on dit. C'est incontournable. Maintenant, c'est la remise en cause. Savoir que c'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire d'autre? Voilà. Peut-être bien que les auditeurs aussi ont des questions ou peut-être des réponses à vous apporter. Donc, ils peuvent nous appeler à partir de cet instant au numéro qu'ils connaissent déjà, 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Je répète, 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Georges me fait savoir que nous avons déjà le tout premier en ligne. Bonjour. Bonjour, le plateau. Bonjour, Virgile Jean Coton. Bonjour, monsieur Coton. Oui. Je salue à ton invité, Sylvain Akenes Adekpéju, qui est mon directeur au CPI. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà. Monsieur le ministre, est-ce que le modèle d'indépendance que nous célébrons d'année en année le 1er août sur fond d'intrigue, de règlement de compte, où le pouvoir est confondu à l'exercice du pouvoir, d'ailleurs que vous ne ratez jamais l'occasion de dénoncer, n'est pas la preuve que nous vivons la théorie des indépendances que Amadou Kourouma s'est évertué à illustrer en télégramme dans son ouvrage Le Soleil des indépendances, lorsqu'on sait que notre monnaie, le vecteur de toute économie, continue d'être tenu sous le joug du colon. Premier élément. Deuxième élément, pour finir, que devons-nous faire pour changer de paradigme? Je vous remercie. Bonne journée. Bonjour à vous, Jean Coton, deuxième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Eugène Ewagnon, je salue votre invité. Je vous remercie d'ailleurs, vous qui avez bien voulu nous amener, je dirais, une bibliothèque. Alors, ma première question, puisqu'on parle de l'indépendance, moi je voudrais savoir, en français facile, si vous êtes d'accord avec moi, qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout indépendants du moment où nous quémantons. Nous allons à l'extérieur demander ces aides, alors que nous avons la possibilité de l'éviter et de nous mettre au travail réellement, contrairement à ce que vous n'étiez pas d'accord en disant est-ce que le Béninois ne travaille pas parce qu'il n'y a pas si. Deuxième question.
à la réalité là, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour qu'on soit indépendant? En fait, je fais des propositions, vous me direz non, ce n'est pas exact. Bon, faire un nettoyage de ce que nous avons là comme personne, je dirais, personne paresseuse, d'accord? Et comme vous avez constaté, qui se sape, et on croit que c'est le bon Dieu qui est en face. Deuxièmement, est-ce qu'il faille qu'on enchaîne tout le monde et qu'on les amène tous dans un champ pour qu'ils travaillent? Troisièmement, est-ce qu'il faille, je dirais, retrouver à la ghanéenne un béninois ghanéen? Troisième question pour finir. Quel conseil, en tant que bibliothèque, pourriez-vous donner à la génération présente, future, à venir? Parce que lorsqu'on sort de sa maison, on se cherche, on se recherche, et sans se retrouver, il y a même des annonces de disparition en termes, je dirais, en griffe. Merci, bon dimanche. Troisième auditeur, bonjour. Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Vigile. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Valentin Ayonou, en direct de Thionville, dans la commune de Sénapodi. Et entre autres, dites-moi, s'il vous plaît, monsieur le ministre, quelle lecture faites-vous des dossiers qui sont allés devant l'Assemblée nationale par rapport à la levée Valentin Ayonou, parlementaire? on n'est Oui, pas venu pour les sujets de l'actualité. Vous comprenez bien. D'accord, d'accord. Sur le plan de l'indépendance, monsieur le ministre, si vous devez faire correctement l'analyse, au temps de la rupture, où mène-t-on réellement le Bénin? Est-ce que le Bénin est sur la bonne voie? Est-ce qu'on peut déjà espérer que le Bénin peut aller réellement au développement? C'est tout ce que je voulais poser comme question. Ben, nous prenons le quatrième auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vigile. Votre nom, s'il vous plaît. Toussaint Ouanet Edou. Bienvenue. Et cher invité, bonjour. Bonjour. Merci, je vous ai suivi de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Et je voudrais vous poser deux questions. La première, nous parlons de l'indépendance. Est-ce que véritablement, vous pensez que les pays africains peuvent être indépendants? Si oui, les pays africains peuvent-ils réellement indépendants? Si oui, qu'allons-ils faire pour être indépendants? Deuxième question. Pensez-vous que les acteurs de chaque pays africain pensent réellement à être indépendants? Si oui, qu'allons-nous faire, vous et moi, pour que le Bénin au moins soit indépendant? Toussaint Ouanet, je vous remercie. Merci, bon dimanche à vous. Cinquième auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On m'appelle quelqu'un Robert depuis Ifan. Bon, selon moi, j'ai l'impression que avant de parler de l'indépendance, on doit parler de nos comportements, de nos habitudes, du développement, etc., etc. Et j'ai une seule question. Et avec le verdict qui est prononcé contre le journal La Nouvelle Tribune, monsieur le ministre, comment vous voyez ça? Je vous remercie. Merci. Sixième auditeur, bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre nom? Oui, appelez-moi monsieur Danso Atakomblaise. Je vous appelle depuis Zedo, dans la commune de Calavi. Monsieur le journaliste, je suis très content de vous pour avoir amené ce baobab devant vous. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'il a une bibliothèque. Je vous remercie pour le travail que vous faites pour le peuple. Mes questions sont les suivantes. Monsieur l'invité, a vu l'expérience que vous avez vécue en politique, pourriez-vous apprécier la manière dont le président actuel gère les affaires, que vraiment notre pays
est un pays indépendant, je voudrais être précis. Le fait de faire venir des expatriés pour occuper, pour travailler à la place des Béninois, notifie que nous sommes vraiment indépendants. Ma deuxième question, est-ce qu'un pays peut être indépendant sans la promotion de l'agriculture, la promotion industrielle dans un pays? Au moment où on laisse sur le tapis les paysans en train d'errer avec toutes les connaissances et dire que le Bénin est de compétences, est-ce qu'en écartant l'agriculture, un pays peut dire vraiment qu'il est indépendant? Je vous remercie. Merci, monsieur Atakon. Nous allons prendre le 7e président. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Moi, je m'appelle Sébastien Yokosu. Et c'est comme je n'ai pas le retour. Non, vous recevez. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Sébastien Yokosu. Oui, on a noté votre question. Voilà, ma question, je salue votre invité. Et ma première question, c'est que comment nous allons faire notre démocratie qui n'est pas encore mûre pour que la justice soit totalement libre, surtout au niveau du paquet. Parce que vous voyez comment ils ont levé l'immunité des gens. Ce n'est pas aller à la justice qui nous crée des problèmes. C'est quand les gens vont là-bas et on les envoie en prison et on ne les juge pas. Et ils font des mois, des années avant le jugement et après, c'est des non-lieux. Et le compte est déjà réglé. Comment on peut régler cette partie de la loi qui me dérange moi beaucoup? Parce que vous voyez le cas de Laurent Météo qui est là. Il est là depuis 8 mois déjà qu'il passe en prison sans jugement. Comment vous voyez ça? Comment on peut corriger ça à ce niveau? Maintenant, deuxième question. Comment vous voyez ce que notre président de l'Assemblée, M. Adrien Ougbédia, a dit à l'Assemblée? Parce que c'est un ancien comme vous. Il a dit qu'il a été condamné dans ce pays 15 ans sans jugement et il a été contraint à l'exil. C'est des actes du pouvoir. C'est comme ça, le pouvoir fonctionne. Et lui-même sait que le pouvoir a cette force pour pouvoir contraindre les gens à quelque chose, mais pourtant, il a voté avec le PRD. Comment vous voyez ça? Et pour finir, j'ai une autre question qui m'échappe là. Bon, revenez dimanche prochain. Au niveau, bon, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Je crois que nous allons prendre le 8e et tout dernier auditeur. Bonsoir, bonjour, Duma. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, diminuez le volume de votre poste ou éteignez carrément. Je m'appelle Sessou Alain. Oui. Monsieur Sessou. Bon, le technicien a décidé autrement. On revient donc dans ce studio pour donner des réponses aux préoccupations des auditeurs. Monsieur Adekwedio Sylvain à Kindes, vous êtes une bibliothèque. Je savais que vous écriviez des livres. En tout cas, réponse aux différentes préoccupations, le modèle d'indépendance du pays, n'est-ce pas ça qui est en cause? Question de Jean Poton, vous y avez répondu déjà. Oui. Bon, je peux prendre question par question directement. Soyez vous allez m'excuser si je n'entre pas très bien en détail dans l'actualité actuelle, parce que avec M. Avancet, je lui ai dit que il y a un temps pour tout. Pour l'instant, il faut laisser voir le temps au temps pour comprendre un certain nombre de décisions. Ça ne veut pas dire que je ne donnerai pas quelques observations, je ne poserai pas quelques questions sur des actes qui ont été posés. Même déjà poser des questions, c'est beaucoup. Vous allez poser des questions, mais les auditeurs attendent plutôt des réponses de vous? Non, je posais des questions par rapport à ça. Alors, quelqu'un a parlé du problème de la monnaie. Je suis d'accord avec vous que la question de monnaie fait partie de ce que j'appelle le formatage des élites francophones. Parce que vous ne verrez pas des pays anglophones qui a pris le pound
la monnaie anglaise, vous n'en verrez pas. Alors, il y a un problème de fond, là. Par conséquent, c'est le problème de l'assimilation pendant la colonisation. Et l'effort d'assimilation, la lutte de nos élites pour être assimilés à des Français, a eu pour conséquence que nous voyons, je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui est bon, c'est ce qui est français. Ce qui n'est pas français, ce n'est pas bon. Je me rappelle à cette époque-là, où j'étais jeune, on disait Abongo. Abongo, c'est américain. Abongo, c'est quoi, la monnaie? C'est une monnaie? Non. Tout ce qu'on amène d'américain, là, on dit que c'est Abongo, ça dit que c'est pas bon. Ah, d'accord. Comme Japon. Mm-hmm. C'est pas bon. Aujourd'hui, on peut dire la même chose. Mais ça, c'est un cliché, c'était des clichés. Voilà, un cliché. Nous en sommes encore là. Nous en sommes là. Vous ne verrez pas les gens, quand ils parlent, par exemple, de la Cour des comptes. Ils ne font aucune allusion à ce qui se passe en Suisse, en Belgique, en Hollande, au Canada. Rien du tout. C'est la France, point. Alors, c'est des experts. C'est des experts. Pour moi, un expert prend tout ça et vous montre pourquoi ceci est meilleur à cela. C'est ce que je crois. Mais là, maintenant, si c'est pour répéter ce qu'on a vu, c'est pas intéressant. Mais enfin, donc, c'est la même chose qui s'est passée pour le franc CFA. Et tous les gens qu'on a formés dans le système bancaire sont arrivés à ça. Quelques rares ont l'esprit assez ouvert pour aller au-dessus. C'est maintenant que le problème est posé de façon plus en plus grave, pas seulement en Afrique, mais en Europe et sur le plan mondial, que bon, on commence par dire, on va quand même pas faire le français, faire que ce soit pour l'Afrique, mais que ce soit... Voilà la question. Et concrètement, la position du Nigeria est très juste. On ne va pas se monter dans un ensemble pour qu'on le mette sous la coupe encore de pays étrangers. Donc nous ne sommes pas loin nous sommes loin, n'est-ce pas, d'avoir la solution. Et je dois rendre hommage à Petit Souroubiga. C'est le premier Béninois à avoir proposé une monnaie commune entre le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Ça, là, c'est des choses importantes qu'il faut savoir. Aujourd'hui, bon, on a oublié tout ça. Alors, est-ce que nous sommes indépendants parce que nous sommes obligés de commander? Oui, bien sûr, si nous commandons, nous ne sommes pas indépendants. Ce n'est pas parce qu'on ne commande pas non plus qu'on est indépendant. N'est-ce pas? Maintenant, on a demandé est-ce que les Bénins ne travaillent pas? Les Bénins travaillent. Mais on travaille pourquoi? On travaille pour vivre. Mais l'étape de travailler et d'avoir plus pour commercialiser vient progressivement. Ce n'était pas de notre culture. C'était des petits lopins de terre qu'on fait pour survivre. On va à la chasse pour survivre. On ne fait pas le maïs pour pouvoir vendre tellement, pour vivre d'abord et vendre un peu dans la région. Ça a des conséquences. C'est tellement primaire. C'est tellement primaire. Et il y a longtemps, pendant longtemps, on s'attaquait aux moyens de production. Est-ce la houe? Est-ce la charrue? Est-ce les tracteurs? Nous sommes allés plus jouer sur les tracteurs, sans avoir résolu les problèmes que ça pose. Voilà encore une manière d'aborder les questions. Maintenant, on m'a dit nettoyer la classe politique. C'est-à-dire, vous voulez quoi? Un Rollins qui va les chuter, là, enfin, les fusiller tous. Chacun de nous est une classe politique, fait partie d'une certaine classe politique, une vision politique des choses. Donc, non, c'est ceux qui ont des idées différentes qui devaient s'organiser pour défendre leurs idées, pour faire passer leurs idées de façon méthodique, sans précipiter les choses. On ne redresse pas un arbre comme ça, n'est-ce pas, lorsqu'il est grand. Lorsque vous le redressez, c'est petit à petit que vous redressez. Mais pas d'un coup, sinon il va se casser. Ensuite,
Bon, vous avez parlé de Ghanéens, je pense que tout ça. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à la génération? Rien de tout. Elle n'a qu'à elle-même, elle n'a qu'à tuer d'elle-même, elle n'a qu'à inventer, elle n'a qu'à cesser de suivre. Elle n'a qu'à prendre l'expérience des autres pour en tirer les conclusions, le bon et le mauvais. Elle a tort de globaliser. Quand vous globalisez dans le mauvais, vous ne proposez rien, vous ne trouverez pas à quoi vous allez attacher votre raisonnement. Et il y a beaucoup de gens, moi je suis l'objet d'attaques présentes. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Mais je n'ai pas à vous dire ce que j'ai fait dans le passé. Ça n'a pas d'intérêt ce que moi j'ai fait. Ce que ma génération a fait, je peux vous en parler. Ce que mon groupe politique a fait, je peux vous en parler. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, c'est quoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on voit des leaders, on voit des leaders, des jeunes leaders. Ils pensent que c'est moi. Et tout ce qui se fait autour de l'homme. Même dans le niveau de la jeunesse, c'est comme ça se passe. Pas au niveau d'idées. On dit, quelles que soient vos provenances, on va faire ceci. Mais ça veut dire quoi, vos provenances? Ça veut dire quoi, vos provenances? Vous pouvez avoir des idées, disons, divergentes et former un groupe ensemble. Mais ça, on veut voir, vous êtes pour l'opposition, et puis demain, vous faites un congrès, vous dites, vous êtes pour la mouvance. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la conjoncture. Ça ne marche pas, ça. Donc, je pense que là, la question. Hein. Et maintenant, l'actu-immunité, je n'ai pas... tout ce que je peux dire, c'est que c'est la deuxième fois que je vois une commission technique de l'Assemblée. Une commission spéciale, oui. Les gens qui sont là-dedans votaient contre leurs conclusions. Je me rappelle du cas du budget de l'État où Adjadong était le président de la commission des finances. Ils sont venus. Qui a mené à et avec la RB, ils ont voté contre ce qu'ils ont fait. Alors quand j'entends quelqu'un de la RB dire qu'on ne peut pas faire ça, je dis, bah non, attends, vous l'avez fait. Donc c'est un prolongement de ce qui existait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'orientation qui vous force à dire choses et vous en tenir là. Vous n'avez pas de point de vue réellement profond, vous avez des points de vue circonstanciels. Même des raisons politiques peuvent-elles amener à cela? Si ça amène là, ça veut dire qu'on n'a pas de... Sa position politique est fausse. Parce que si votre politique est juste, elle doit voir ce qui est juste pour le pays. Si votre position politique fait que ce qui est juste pour le pays, vous êtes contre après, ça veut dire que ça ne marche pas. Pour moi, c'est ça. La politique, c'est pas être contre ce qui est bon pour le pays, non? La politique, c'est être bon, être d'accord avec ce qui est bon pour le pays, quel que soit celui qui le propose. Vous pouvez aménager ça de façon à ce qu'il n'y ait pas, disons, des orientations. Donc, on vous diront que quand ça se mélange à la béninoiserie, voilà ce que ça donne. C'est quoi la béninoiserie? Allez demander à mon ami, il va vous dire ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Quel ami? Mais celui qui a inventé le mot. Est-ce que le Bénin est une bonne voie? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait la voie qui est bonne dès le départ? Est-ce que le Bénin agit selon les convictions de sa population? Je dis non. Si la bonne voie, c'est les convictions de sa population, parce qu'on l'écoute, eh bien, je dis qu'on n'est pas dans cette voie-là. Parce qu'on n'écoute pas la population. Est-ce qu'on connaît la conviction de la population? Il faut la demander. Pourquoi l'Assemblée veut faire quelque chose, ne passe pas par tout le pays, dans le pays pour demander qu'est-ce que vous pensez de ceci? Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi par groupe parlementaire? Il ne peut pas aller dans chaque département, passer dans les communes, avoir l'opinion des gens et aller travailler là-dessus. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est le refus d'avoir l'opinion des populations. On a été élu, la Constitution a dit ceci, par conséquent, est-ce que vous avez expliqué tout ce que vous avez comme problème aujourd'hui? Est-ce que les populations savaient ça? Elles savaient la position que vous allez défendre? Donc, il y a des problèmes là, bon, d'honnêteté, j'ai dit. Seulement d'honnêteté. La formulation, là, c'est autre chose. Alors, que faire pour être indépendant? Je ne sais pas. Moi, je dis, mon rôle à moi, c'est d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'on ne prend pas l'opinion des populations. Et d'attirer l'opinion de la jeunesse
qu'elle ne tient même pas, elle n'est pas attachée à la population, à la véritable population. Je ne parle pas à leur groupe, n'est-ce pas? Mais réellement, à la campagne, là, dans les ouvriers, pour voir ce qu'ils pensent réellement, comment ils voient les choses, ils ne le font pas. Donc, je pense que c'est ça que je me dis. Alors, comportement avant indépendance, la Nouvelle Tribune, dommage, hein? Dommage. Dommage. J'ai eu un truc à dire, j'ai dit la clandestinité. Et puis on m'a attaqué, est-ce que c'est la clandestinité que je conseille? Je dis, la tactique qu'adopte un politique dépend du rapport des forces. Si vous ne tenez pas compte du rapport des forces et vous foncez toujours de la même façon, vous allez échouer. La manière de parler, de dire les choses, fait partie de l'analyse du rapport des forces. Si vous avez l'illusion que vous êtes dans un pays démocratique et que vous allez comme si vous êtes démocratique, ça veut dire que vous analysez mal et que vous avez des problèmes comme ça veut dire que vous avez mal analysé. Et que c'est ce qui est passable à un moment donné. Pourquoi on avait créé à cette époque-là des associations de jeunes? C'est pour que dans ce cadre-là, on dit des choses simples sans qu'il y ait grand-chose. Mais on fait passer des idées qui s'enracinent au fur et à mesure et qui grandissent. Je pense maintenant... Quelqu'un, Toussaint Ouane, nous demandait justement est-ce que les pays africains peuvent réellement être indépendants? Pourquoi il se pose la question même? Pourquoi il se pose la question si les pays africains peuvent être indépendants? On n'a pas l'impression que les pays africains sont indépendants. Je ne sais pas à qui l'Afrique du Sud n'est pas indépendante. Tu poses la question. L'Égypte n'est pas indépendante. Le Maroc, vous pouvez dire que c'est une colonie comme ça. Donc on le limiterait au pays francophones. On peut dire que le Nigeria est dépendant de qui? On peut dire que le Bénin est dépendant de la France, mais d'accord. Du Fonds monétaire international. D'accord. Mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas voir chez soi seulement et dire que c'est pareil partout. Alors, il y a un truc qu'on a dit là, en ce qui concerne le développement. Est-ce qu'on peut faire venir des expatriés pour faire des choses? C'est une question à double tranchant. N'est-ce pas? Mon opinion a évolué là-dessus. Il faut bien choisir les gens. N'est-ce pas? Ce qui a été fait ici chez nous... Quels gens? Les étrangers ou les locaux? Non, celui à qui on veut confier. Si ce n'est pas appel d'offres, ce n'est pas appel d'offres. Si c'est appel d'offres international, ce n'est pas d'offres international. Si c'est appel d'offres national, c'est appel d'offres national. Est-ce que c'est appel d'offres international et national? Ça peut l'être aussi. Ça, c'est sûr. Bon. Maintenant, il y a des actions où il est difficile qu'un Béninois puisse les mener. Parce qu'elles sont trop rationnelles. Et que la rationalité chez nous est émotionnelle. Les pressions des parents ou bien de l'occultisme amènent à prendre des décisions mitigées. Celui qui est en dehors de ça, donc on peut avoir à faire appel à tout ça, mais à savoir, ce qu'on appelle chez les Chinois, il faut quoi? Il faut vous faire revenir, mais ils ont un adjoint chinois qui apprend à faire la chose et qui donne les orientations qu'il faut selon la vision chinoise. Parce que l'expert doit tenir compte de votre vision à vous pour atteindre les objectifs, sinon il n'est pas un expert. Donc voilà ce que je pense de cette question-là, et qu'il n'y a pas d'absolutisme là-dessus. Alors, agriculture, quel pays peut être indépendant sans agriculture, sans industrie, sans cela? Bon, aujourd'hui c'est les capitaux. Les pays qui sont indépendants, mais qui sont interindépendants. C'est parce que c'est les capitaux qui leur permettent d'avoir le niveau de vie qu'ils ont. Donc, les schémas que nous avions peuvent être remis en cause compte tenu de l'évolution du marché financier au plan mondial. Bon, je ne peux pas dire aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous soyons dans un État démocratique.
parce que le diagnostic fait par le chef de l'État pour montrer qu'on n'est pas dans un État démocratique n'est même pas mis en œuvre. Il n'est pas mis en œuvre. On a fait une démonstration et puis on passe complètement à côté. Maintenant, on m'a invité de parler de Rumbedji. Je me refuse à parler de Rumbedji parce que je considère qu'il est susceptible. Trop susceptible. Carrément. Un homme politique n'est pas susceptible. Un homme politique peut s'asseoir avec quelqu'un qui l'a injurié. Parce qu'il est un homme politique. Et qu'il ne pense pas ce qu'on lui a dit est une question personnelle, mais c'est une question nationale. Ça peut avoir des effets sur son ego, c'est possible. Mais s'il n'est pas homme de politique, s'il n'est pas capable de s'asseoir devant quelqu'un qui est son ennemi ou qui l'a injurié. Non. Ça là, je considère que... C'est pour ça que je ne parlerai pas de lui. Vous parce avez que quand vous parlé faites, de lui. oui, parce que quand vous faites une réflexion à Rumbedji, il ne prend comme son ego, je suis ceci, je suis cela. Mais ce n'est pas ça la question. Vous êtes un responsable politique. Vous êtes une ordure, comme dit quelqu'un. N'est-ce pas? On mettra tout sur vous. Mais vous devez avoir la capacité de vous asseoir. Vous pouvez vous énerver, hein, c'est possible. Mais vous pouvez vous asseoir devant Dieu. Voilà, pourquoi j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas un problème d'ego. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que l'indépendance du Bénin est à construire. Elle doit être construite par la jeunesse d'aujourd'hui, à condition qu'elle ouvre les yeux sur les expériences passées. Et classer ces expériences comme mauvais à 100%, à 90%, essentiellement, ce n'est pas une vision correcte. Parce que cette jeunesse intellectuelle, elle ne peut pas être différente des autres. On dit, tu ne peux pas semer du blé et espérer récolter du maïs. N'est-ce pas? Même si ça peut se ressembler, c'est pas pareil. Donc, nous, les gens qui sont venus après, qui sont les enfants, ils ont reçu une éducation. Ils ont déjà... Mais si cette éducation était mauvaise, ils n'auraient pas de bonnes pensées. Donc, il y a probablement quelque chose de bien dans ce qu'ils ont reçu. Et c'est à partir de ce bien-là qu'ils doivent faire entrevoir l'avenir. Merci à vous, à Kindes Sylvain Adekpedjo, inversé Adekpedjo Sylvain Kindes. Merci d'être venu à ce micro. Georges Fono a assuré la réalisation technique de cette émission. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain.